Lundi 5 mars 2018, un plaisir pour moi de vous retrouver une fois encore dans cette émission Café Débat, l'émission qui chaque jour passe en revue l'essentiel des sujets, qui focalise vos attentions, qui font l'actualité évidemment. Mais aussi c'est l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Pour ce premier numéro de la semaine, nous nous focalisons sur les deux crises qui minent actuellement le pays et qui sapent, on va dire un peu, la quiétude sociale. Il s'agit de la grève du SLEG, syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, dont le mot d'ordre reste encore maintenu. Et nous sommes finalement en sa 4e semaine, vers un mois sans cours, sans élèves dans les salles de classe, ni professeurs, et des incidents ci et là. Pendant ce temps, l'opposition aussi qui continue sa menace et sa série de contestations des résultats à travers justement des manifestations et qui déjà aujourd'hui a donc programmé la marche funèbre qui va se finaliser par l'enterrement du jeune qui a donc été assassiné le lundi dernier à l'occasion de la journée Ville Morte. Ces deux sujets qui meubleront ce numéro d'aujourd'hui en débat et en décryptage à l'interne sur ce plateau. J'en parle avec Sekou Jamal Pendessa, il est le rédacteur en chef du groupe Ganga. Pendessa, bienvenue sur ce plateau. Merci Mamadou Diallo. Alors, ces deux sujets principaux qui, on va dire, marquent l'actualité. Mais avant, on va parler d'abord de deux autres sujets à passer rapidement au crible. D'abord, le Sili national. Ça, c'est le débat sportif qui a désormais un nouvel entraîneur. Depuis qu'il est arrivé, son nom déjà pose, je dirais pas problème, mais fait beaucoup de débats. En même temps, ça fait rire. Paul Put, qui devient désormais l'entraîneur du Sili national. Et beaucoup parlent du palmarès, j'espère que j'y arrive, de l'homme. Certains pensent aussi que ça ne créera pas de miracle. Qu'est-ce qu'on peut dire en fin de compte du fait que le Sili est finalement un nouvel entraîneur? Puis en fait, un vide a été comblé, c'est ce qu'il faut dire, puisque la paix n'était plus là et on ne nous avait pas dit qui était son remplaçant. Au moins, on n'a pas aussi mis assez de temps pour le remplacer. Ça, c'est à saluer. Maintenant, dire que c'est l'arrivée d'un entraîneur de quel statut, de quel niveau qui pourrait changer les choses, j'attends de voir. Moi, comme beaucoup d'autres le pensent, je pense que c'est pas le problème d'entraîneur seulement qui est là, c'est l'un des problèmes. Le véritable problème du football guinéen n'est pas que le problème d'entraîneur. Puisque d'ailleurs l'entraîneur ne vient pas jouer à la place des joueurs, il donne un schéma, il donne des consignes et puis le reste c'est les joueurs. Donc on a un sérieux problème avec nos joueurs. Ouais, un problème d'équipe. Comme l'a dit, je me rappelle, Istokera, le secrétaire général du ministère des Sports, qui le répète à chaque occasion, qu'on n'a pas que des problèmes d'entraîneur, mais là, on a un problème d'équipe en réalité, de joueurs. Je suis parfaitement d'accord avec lui, à part le manque du professionnalisme qui joue souvent sur eux, puisqu'ils ont évolué dans des terrains qui ne sont pas valables des normes et puis n'ont pas été encadrés dans des écoles de football, etc. etc. Pour la plupart, n'ont pas fait des centres de foot, de formation. Mais il y a autre chose qui manque cette fois-ci, c'est lié au patriotisme. C'est lié à la méconnaissance des valeurs de la République, dire que oui, quand on porte les couleurs, le tricolore, c'est que on ne doit pas du tout s'amuser à faire je ne sais pas quoi. C'est que on doit mouiller les maillots et on défend les couleurs de la nation. Mais très malheureusement, nos joueurs n'ont pas cette culture. Et ils viennent plutôt pour la plupart jouer pour des petites filles. Quand vous partez dans les stades, nous on a beaucoup, puisqu'on fréquentait les stades, vous voyez des joueurs qui préparent des petites copines, venez, je joue aujourd'hui. Bon, c'est pas interdit d'inviter ta copine venir te voir prester, mais c'est que il faut pas jouer pour lui, pour elle. Il faut jouer pour l'équipe. Vous comprenez? Donc il y a assez de problèmes. On ne peut pas tout résumer ici. C'est qu'on va souhaiter bonne chance au Sili national, mais une fois encore, moi rien ne. Il ne faut pas attendre le miracle de Paul Put, c'est ce que vous voulez dire. Paul P, je préfère, puisque le nom est difficile à prononcer. Pas difficile à prononcer, mais c'est gênant. Absolument. À prononcer, voilà. Donc, c'est ce qu'il faut dire. Et surtout, il faut dire à la Peggy Foot de ne pas faire
en sorte qu'il y ait pression sur l'entraîneur. On sait que c'est une réalité en Guinée ici. Même si la paix n'a pas parlé, nous on a eu des informations selon lesquelles on lui imposait des fois des joueurs, même si cela ne faisait pas partie de son schéma initial. Ça c'est un des problèmes aussi du football guinéen. Les pressions qu'exerce soit la fédération ou le ministère sur l'entraîneur dans le choix des joueurs. Donc il faut savoir résister. Je pense que si moi-même je dois signer un contrat avec la Fegifoot, il faut que tout soit précisé. Bien. Il faut que j'ai l'indépendance de faire mon choix, de mettre qui je veux, c'est moi qui sais qui peut faire quoi. Donc, bien. Ça aussi c'était une mise au point. Bien, attendre que le nouvel entraîneur commence son travail pour savoir de quoi il est capable effectivement. Et justement, le premier résultat qu'on attend de lui, en tout cas selon ce que le ministère des Sports dit, c'est qu'il fasse qualifier l'équipe déjà pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019 du Cameroun. Et en ce qui concerne par exemple le salaire de l'entraîneur, parce qu'on sait qu'en Guinée on a l'habitude de dépenser des sommes faramineuses pour des entraîneurs qui à la fin ne produisent pas le résultat qu'on attend de 50 000 euros, 60 000 euros, 70 000 euros pour l'entraîneur par mois. Mais cette fois-ci, là aussi, le ministère nous fait comprendre, et le directeur national des sports l'a confirmé ce matin sur Gangan FM, que chez eux, en tout cas au ministère, on a décidé de plafonner le salaire du nouvel entraîneur, fut-il un entraîneur blanc ou un entraîneur noir ou guinéen, à 30 000 euros. Ça ne passera pas ce cap. Est-ce qu'on peut dire que c'est une décision rigoureuse, raisonnable que le ministère a pris là, de plafonner le salaire à cette somme? C'est important, même si je me demande encore si les frais de séjour, logement et autres sont tous contenus dans ces 30 000 $. Si ce n'est pas contenu dedans, moi je trouve que 30 000 $ même c'est trop. Bien. Mais si tout est dedans, c'est lui qui se prendra en charge, tout, c'est raisonnable. Voilà. Vous comprenez? Ce qu'il faut dire, je pense qu'il est bien de picter un plafond où, voilà, une ligne à ne pas dépasser. Sinon, on peut se permettre de tout. Beaucoup ont déjà commencé à dire sur les réseaux sociaux qu'il est payé à 40 000 euros. Ouais. Je pense qu'il était important ce matin que le directeur national des sports précise et confirme. Précise, oui. Oui, ça, si c'est fait, si c'est respecté, je pense que rien à signaler. Sinon, que dire, il faut encore revoir, que tout soit inclus dedans. Sinon, moi, je trouve que même ça, c'est trop. Bien. On attendra de voir de quoi ce nouvel entraîneur sera capable. Le résultat attendu de lui, c'est celui de faire qualifier l'équipe nationale pour la CAN d'Afrique des Nations 2019 du Cameroun. Est-ce qu'il en sera là? Est-ce qu'il sera à la hauteur? On verra l'homme à l'œuvre. Autre sujet qui a captivé et focalisé les attentions le week-end passé, c'est l'arrivée du polémiste souverainiste, panafricaniste Kémy Séba, invité par Eli Kamano, et chroniqueur télé, voilà. Donc invité par Eli Kamano, qui finalement n'a pas pu descendre de son avion. Sa femme est descendue, oui, son assistante a pu accéder au territoire national guinéen, mais lui, Kémy Séba, n'a pas pu descendre de son avion. Et donc ça a suscité une vague de, on va dire, d'indignation sur les réseaux sociaux. Eli Kamano qui l'a invité très fâché et qui a même dit qu'Alpha Condé vient de lui ouvrir la guerre et d'ouvrir la guerre à la jeunesse guinéenne. Que dire justement de cet acte de cette décision des autorités? Je pense que c'est un autre point noir de la gouvernance d'Alpha Condé. Il ne fallait pas du tout accepter cela. Et il faut commencer par dire que nous sommes dans la zone CEDEAO et il y a un principe fondamental contenu dans le statut de la CEDEAO, c'est ce principe de la libre circulation des personnes et des biens. Donc lorsqu'on est ressortissant d'un pays membre de la CEDEAO, cela veut dire qu'on peut bien entendu circuler dans tous les pays membres sans avoir besoin de chercher un visa. Et Kémy Séba est franco-béninois, il avait le passeport béninois en venant ici. Il avait le passeport béninois. Je pense qu'en aucune manière on devait lui refuser l'accès à la Guinée, au territoire guinéen. Mais le choix du moment, quand on connaît l'homme Kémy Séba, dans ses débats houleux, dans les polémiques qu'il aime créer, et le plus souvent, l'inviter dans ce contexte de double crise,
voire de triple crise en Guinée, hein, et sachant qu'il allait venir aborder des sujets qui fâchent forcément, étant donné aussi qu'Eli Kamano aurait dit que pourquoi pas lui permettre de parler de troisième mandat, est-ce que les autorités n'ont pas voulu prendre le devant, tout simplement? Et le moment, est-ce qu'il a été bien choisi par l'hôte de Kémi Séba, c'est-à-dire Eli Kamano, de l'inviter à pareil moment? Il faut commencer par dire que ceux-là qui l'ont invité, c'est pas eux qui ont créé le climat qu'on est en train de vivre. C'est que ils ne savaient même pas si au moment où Kémi Séba viendra en Guinée, il y aurait crise. Mais ils peuvent tenir compte, ils peuvent tenir compte du climat dès lors qu'il existe. C'est-à-dire que c'est pas interdit de reporter non plus une rencontre. C'est-à-dire que quand vous invitez Kémi Séba, c'est un polémiste, quand il parle là des sujets qui vont créer des, je dirais pas des mouvements, mais... Il était dans la logique d'une tournée, puisqu'après il devait se rendre à Dakar selon Eli Kamano. Et puis, comme je le disais, c'est que c'est des gens, ils ont un calendrier tellement chargé, on ne vient pas un beau matin, on dit viens, on va aller en Guinée. Ça se prépare, c'est bien avant. Donc au moment où le rendez-vous a été donné, certainement, j'imagine qu'on ne savait pas si on allait assister à une telle crise. Bien. Ça c'est de dire. Deuxièmement, même si on savait que c'était la période de crise, il n'y a aucun moment qui est signalé dans le statut de la CEDEAO ou la convention, dans le traité de la CEDEAO, qui puisse nous dire qu'à tel moment, les ressortissants des pays membres doivent circuler, à tel autre moment, ils doivent rester chez eux. Sauf que Kémi Séba, c'est quand même pas n'importe qui. C'est pas n'importe quel citoyen. C'est pas n'importe qui. Kémi Séba n'était pas venu dire aux gens sortez, manifestez. Il n'était pas venu animer un meeting. Il n'était pas venu organiser une marche pacifique dans la rue. Il était venu animer une conférence débat. Donc pour toi, c'est acte de l'autorité. Une université privée. C'est des conférences débat qui étaient prévues. Les autorités ont empêché à ce que, ont refusé que ces conférences se tiennent dans des universités publiques. Le monsieur a négocié, Eli Kamano a négocié une université privée qui a accepté. Je pense qu'en aucun cas on sollicite l'autorisation des autorités pour faire une réunion ou n'importe quel événement au sein de ces bâtiments privés. Certains pensent qu'Alpha Condé, puisque Eli Kamano dit qu'il était au courant et qu'il est derrière le fait qu'on a interdit à Kémi Séba de rentrer en Guinée, il est en train de répéter les mêmes erreurs et mauvaises décisions qu'il reprochait à Lansana Conté, par exemple, au moment où il était prisonnier, au temps de Lansana Conté, et Tiken Jah Fakoly a chanté pour lui cette chanson Libérer Alpha Condé, qui était interdit d'être chanté en Guinée en tout cas. Et comme quoi, c'est même le même scénario. Je veux dire que... Non, je veux dire... on a interdit à Tiken Jah Fakoly qui est arrivé en Guinée à l'époque. Et il y avait justement un concert où il lui avait pas été permis de chanter ce titre-là. Voilà. Bah, j'ai pas dit que les citoyens ne mettaient pas ça dans leur maison, dans leur radio, et ainsi de suite. Alors, certains disent que, en fait, Alpha répète les mêmes erreurs. Malheureusement. C'est le paradoxe Alpha Condé. C'est qu'il s'est battu pour des valeurs à un moment donné. Et des gens même se sont sacrifiés pour lui à cause de ces valeurs, puisque aucun jeune Guinéen, je dis bien, des jeunes concernés, peut vous dire aujourd'hui, à un moment ou un autre, n'a pas soutenu Alpha Condé. Mais aujourd'hui, c'est ce même Alpha Condé qui est venu au pouvoir pour, je ne sais pas, répéter entre griffes toutes les bêtises commises par l'ancien régime. Bien. L'autre paradoxe serait aussi que Alpha Condé, ces derniers temps, a toujours tenu des propos de panafricanistes, de nationalistes, de souverainistes convaincus. Et comme par hasard, si c'est vrai que c'est lui qui a interdit à ce jeune, à ce monsieur d'arriver, est-ce qu'il n'y a pas confusion? C'est que il y a confusion, mais c'est que moi j'irais jusqu'à dire que tout ce qu'il disait, ce n'était pas sincère. Bien. Vous savez, j'ai eu à relever des contradictions dans ses démarches pendant qu'il dit on va couper le cordon ombilical. Le cordon ombilical. Au même moment, il va organiser une réunion en France pour tendre la main à l'Occident. Contradiction. Bien. Vous comprenez? Donc on peut dire que c'est juste des paroles politiques pour faire plaisir à tel ou tel autre camp. C'est du populisme, vous comprenez? Mais en réalité, au fond, il n'est pas panafricaniste, il l'a prouvé. Voilà. Sinon, Kémi Séba, c'est vrai que lui aussi, il va
un peu loin dans son panafricanisme, puisque moi, j'ai eu à le suivre, c'est qu'il y a des idées que je partage avec lui, mais il y a d'autres que je rejette. Des fois, il est extrémiste, Kémy Séba. Oui, puisque lui, il veut renverser la pyramide. Dit que, parce que ceux-là qui nous ont colonisés pendant des années, on est contre ça, ils veulent encore maintenir cette domination, on est contre, mais lui, il veut renverser, il veut que l'homme noir soit supérieur à l'homme blanc. Bien, ça c'est un autre débat. Il faut prôner l'égalité. Mais ça ne veut pas dire que... Oui, certaines de ces positions sont discutables. Oui. Oui, si je ne partage pas cela, ça ne veut pas dire qu'on doit lui refuser l'accès à la Guinée. Bien. Il doit venir, c'est des opinions, exprimer ses opinions, il est libre de le dire. Donc c'était une mauvaise décision des autorités. De se prononcer sur l'affaire du troisième mandat, bien. Ça n'avait rien à voir du tout. Je pense que c'est simplement une gaffe encore qui vient prouver à suffisance qu'on est face à un régime dictatorial. Comprenez très bien, lorsque vous voyez votre gouvernement procéder ainsi, on se méfie des gens qui viennent ouvrir les yeux entre griffes, faire des discours qui puissent changer les mentalités, c'est qu'on s'est inscrit dans la logique de la dictature. Bien. En tout cas, ces sujets-là ont été un peu le chou gras des internautes. Oui, il a brûlé aussi un billet de banque, le franc CFA. Là aussi, je ne partageais pas. C'est pas parce que tu es contre cette monnaie que tu considères une monnaie du colonisateur qu'il faut brûler l'argent. Ça se respecte, ça se cherche. C'est ce que j'ai dit. Toutes ces positions ne sont pas forcément à partager, Kémy Séba. Mais une fois encore, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas les laisser rentrer sur le sol guinéen. Et comme je disais, ce sujet a été en fait le chou gras des internautes cette semaine qui ont exprimé leur ras-le-bol, leur indignation face à cette décision de la Guinée, à l'image du Sénégal aussi qui l'a expulsé récemment du territoire sénégalais, malheureusement. Eh bien, on va passer au premier et principal sujet justement du jour. J'ai parlé de la grève du SLEG. Quatrième semaine d'ailleurs, on va dire, de cette grève. Donc nous rentrons dans un mois de cette grève. Et entre-temps, la commission des négociations mise en place n'a pas pu trouver de solution en fin de semaine passée. On commence cette semaine avec la reprise de la négociation en sa troisième journée. Pour l'instant, jusqu'à la mi-journée aujourd'hui, il n'y avait pas de solution sur la table. Et donc, c'est le statu quo jusqu'à midi aujourd'hui. On ne sait pas ce qui va arriver cette nuit. Si il y a, après la reprise notamment de la négociation, on va dire que les gens campent sur leur position. Est-ce que ce n'est pas le moment, cette semaine, pour qu'il y ait cette solution évidemment, et les regards restent tournés vers les syndicalistes pour que quand même les gens essayent de lâcher du lest pour qu'on sorte de cette crise-là. Non, peut-être les regards restent tournés vers le gouvernement. Pas que vers le gouvernement, vers les syndicalistes aussi, vers Aboubacar Souma et ses hommes, pour qu'ils essaient aussi de changer leur position. En grande partie vers le gouvernement, qui n'a rien fait pour le moment pour débloquer la situation. La simple rencontre du chef de l'État. Le gouvernement a dégelé le salaire d'Aboubacar Souma. C'est un acquis. Le gouvernement a créé, Alpha Condé a essayé de créer un cadre de dialogue. C'est quand même des gestes qu'il faut apprécier. Il faut bien que les syndicalistes aussi fassent des petits gestes quand même dans cette affaire. Après, on ne peut pas toujours rester radical ou à tout point de vue. Je suis de ceux-là qui ont apprécié dès les premières heures la mise en place de cette commission. Mais j'avais précisé vers la fin de ma publication que je vais attendre de voir la suite des négociations pour faire des commentaires. Puisque je doutais. Donc c'est ce qu'on voit. Vous ne pouvez pas dire que vous avez fait 2 jours de négociations sans aucun accord. C'est ce qu'il faut dire. Mercredi, jeudi, il n'y avait pas d'accord. Ils ont suspendu les négociations. Dit on va reprendre à une date qui vous sera communiquée. Oui, parce que toutes les propositions que le gouvernement a fait les 2 premières journées de négociation, la semaine passée, les syndicalistes ont catégoriquement rejeté ces propositions. Aucune proposition, une fois encore, je le répète. Mais pourquoi ils se sont retrouvés en 2 jours alors, s'il n'y a pas eu de proposition de la part du gouvernement? C'est pas pour se regarder dans les visages. Non, le gouvernement est venu répéter ce qu'il a toujours dit. On peut payer les 40%, mais pas maintenant. Non. On a des contraintes financières, etc., etc. Vous comprenez? Donc, ils ont traîné autour de ça pendant 2 jours. Ils ont suspendu. Et on a compris aujourd'hui, au retour d'Ansoubaï le Baldé, quand il m'a fait un résumé. En tout cas, pour ce qui s'est passé ce matin. Ce qui s'est passé ce matin, j'ai compris qu'il n'y avait pas la volonté. Vous ne pouvez pas suspendre les négociations depuis jeudi. Vous avez eu vendredi, samedi, dimanche.
comme une trêve sans pour autant venir avec une proposition. Ils sont venus répéter la même chose, les émissaires du gouvernement. Ce matin Encore. Ils ont dit les syndicalistes disent, mais attention, nous, on s'attendait quand même à une proposition concrète, mais malheureusement, on nous répète les choses de la semaine passée. C'est-à-dire? Alors, qu'est-ce que nous allons dire encore? On peut bien payer, on s'engage à payer les 30%, mais pas maintenant. Là. Mais à quel moment vous allez payer? Puisque quand même, le délai que vous avez donné, le syndicat n'est pas d'accord avec ça. C'est le délai là qui a traîné depuis l'autre accord signé avec les 6 savanés. Donc, si ils ne sont pas d'accord, au moins que vous faites un rapprochement. Mais vous ne bougez pas, vous êtes toujours là à dire, ah, on peut payer, bien payer. C'est l'ancien discours. Bien. On peut bien payer, mais pas maintenant. Et c'est ce qui bloque jusque-là. C'est ce qui bloque. Et puis, finalement, ils ont marqué une pause. Ils ont demandé à ceux qui partent consulter qui de droit et revenir à 16h. Donc, à 16h. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Et on ne sait pas, en tout cas, depuis 16h, aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu évolution? Est-ce qu'ils se sont entendus? Est-ce que le gouvernement a fait finalement une proposition concrète avec des délais à l'appui ou on ne sait pas. Peut-être qu'on en saura un peu plus demain quand on sera encore sur ce plateau. Mais pendant qu'on y est, le même constat, c'est ce qu'on fait depuis maintenant 4 semaines. Les écoles sont vides. Bien avant le constat, j'ai voulu me prononcer sur cet argument du gouvernement. C'est un argument qui ne tient pas du tout. Les difficultés budgétaires. On évoque il y a la revue du FMI qui arrive pour le 25 mars. Mais c'est quand même, oui, il faut quand même tenir compte de ça, à peine de ça. Pour eux, dans la gestion des fonds publics, je pense que c'est une façon d'insulter la classe enseignante de façon élargie au peuple. Oui, mais il y a une revue du FMI qui arrive et on ne peut pas en ce moment-là prendre des engagements de payer des centaines de milliards. Laissez-moi finir. Je conclus d'ailleurs que le FMI et l'État guinéen sont en connivence. C'est ce qu'il faut dire. Le FMI et l'État guinéen sont c'est des institutions, des fois, quand je regarde leur démarche, je n'ai pas confiance en ces institutions. Vous ne pouvez pas nous dire... Pourtant, nous sommes sous perfusion de ces institutions de Bretton Woods. Je termine. Quand même, tenez ça. Vous ne pouvez pas me dire que le FMI est rigoureux quand il est question de faire face à des questions essentielles comme la prise en charge des enseignants et elle reste dans l'inertie, ou il reste dans l'inertie, le FMI, quand il est question de faire de la propagande politique avec les fonds de l'État. On vient d'assister à des saignées financières dans ce pays pour des fins de campagne. Le FMI n'a rien dit. Donc, on ne peut pas maintenant faire face à des questions essentielles qui puissent garantir l'avenir de notre pays. On nous parle du FMI. Donc, tu penses que l'argument FMI... C'est insultant même. L'argument FMI ne tient pas. Et il est insultant même. Bien. Donc, il ne faut pas que le gouvernement évoque cet argument. C'est simplement le manque de volonté de faire face à cette question qui est essentielle pour notre nation. Maintenant, 4e journée, et j'allais dire 4e semaine de la grève, et toujours le même constat dans les écoles, dans les salles de classe. Le même constat, et on ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus se poser la question de savoir est-ce que la grève, le mot d'ordre est suivi. Il n'y a toujours pas d'élèves dans les classes, pas d'enseignants. Il n'y a toujours pas d'élèves dans les classes, et jusqu'à l'intérieur du pays, plus on évolue, plus le mouvement prend de l'ampleur, et vous n'êtes pas sans savoir que pendant le week-end, même ce matin, on communique avec un de ces enseignants des universités qui ont appelé ces enseignants à accompagner le SLEG, puisqu'ils se sont dit, attention, on a réfléchi, le SLEG est en train de mener un combat commun. L'augmentation des salaires pour les enseignants. Donc, et quand on va augmenter, ça ne sera pas seulement pour le primaire et le secondaire, c'est jusqu'aux enseignants des universités. Alors, pourquoi on va s'asseoir, quelqu'un d'autre va mener le combat pour nous, quand il sera question d'en bénéficier, on tend la main. Donc, le groupe d'enseignants des universités décide de soutenir Aboubacar Souma. Et ils ont dit de rentrer dans la grève. On ne sait pas maintenant si le mot d'ordre sera suivi au niveau du supérieur, mais voici la déclaration qu'ils ont faite et je pense que ça se comprend. Et puis, pour terminer sur ce sujet, l'autre nouveauté, c'est qu'on a l'habitude de voir chaque dimanche, c'est que le ministère de l'Éducation fait lire une déclaration à la télé pour dire aux élèves de partir à l'école lundi, pendant que Aboubacar Souma et ses amis leur disent aux parents d'élèves de garder les enfants à la maison. Hier, par exemple, on n'a pas vu, on n'a pas constaté ce genre de déclaration. Est-ce que ça veut dire que Kaokare, Damantan, ils ont finalement baissé les bras, ils se sont calmés et essaient d'écouter la voix, de suivre la voix d'Alpha Condé?
Vous savez, quand on disait que le véritable problème c'est Alpha Condé, c'est vrai que les ministres ont commis beaucoup de bêtises, mais le véritable problème c'est Alpha Condé, c'est lui, puisque quand il parle, aucun de ces ministres ne dira le contraire. Bien. Il n'a même pas parlé, il a posé un acte, ils se sont tous tus. Vous comprenez? Depuis qu'il a rencontré Souma, est-ce que vous avez entendu un Damantan qui chantait à tout moment que le camp de Souma est illégal, etc. Est-ce que vous l'avez entendu parler? En tout cas, il ne va plus revenir sur cette question d'illégalité. Vous avez entendu l'inspecteur du général du travail qui avait demandé à ce qu'on reprenne le congrès qui a élu Souma. On n'en parle plus. Bien. Vous comprenez? Donc c'est dire que la grande partie du problème c'était Alpha Condé. Bien. Et il l'a fait, mais en plus on sait que l'évidence est là, on ne peut pas nier l'évidence. Et en parlant de Kaokaré, et en parlant justement de Kaokaré aussi qui a décidé de ne plus parler pratiquement, on l'a appelé ce matin et il a dit non, 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 je parle plus, il faut que ce soit, vous donnez, il faut que vous appelez Damantan, c'est Damantan qui doit parler. Et sauf que il a quand même pris la parole après la rencontre Alpha à Bakar Souma pour se dédouaner, pour un peu faire son mea culpa. Est-ce qu'on peut croire en ce mea culpa de Kaokaré? Ça fait tellement rire au sommet de l'État des fois, quand je regarde les agissements de nos autorités, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je rappelle qu'il a dit que on leur a interdit de voir Souma, d'aller rencontrer Souma, ce qui a fait qu'il n'a pas pu résoudre la crise en tant que ministre de l'Éducation. Je commence par rappeler d'abord, lors de la rencontre de Serre Touréa, Alpha Condé aurait dit à Souma, après les discours filmés, il est venu lui dire à l'oreille selon Guinée News que je n'avais pas la bonne information, on est venu mentir sur toi. Donc moi tu es mon fils, vous comprenez? Donc l'information là a fait écho et Kaokaré s'est vu sacrifié par Alpha Condé. Il dit attention, et c'est le même président qui nous disait de ne jamais rencontrer Souma, c'est pas un interlocuteur, c'est un rebelle. Aujourd'hui il dit qu'on est venu mentir sur Souma. C'est pourquoi il avait une certaine position vis-à-vis de cet homme. Alors, je vais me défendre. Ça veut dire qu'Alpha Condé les a sacrifiés là. Alpha Condé les a sacrifiés. Et puis, lui, il a dit, je ne vais pas me taire sur une telle accusation. Il faut que je me défende pour me dédouaner. Alors, lui aussi, il fait une sortie. Je pense que ce sera grave pour lui, puisque ce n'est pas un spécialiste de la communication. Il vient dire que moi, j'aurais pu résoudre cette crise, mais on nous avait interdit de rencontrer les meneurs de la grève, notamment Souma. Bien. Et d'ici, moi, je le rencontrais pour avoir travaillé avec lui longtemps dans le syndicat, je pouvais le convaincre, on pouvait résoudre la crise. Donc, c'est là qui leur a interdit de rencontrer. Ça veut dire qu'il confirme que c'est Alpha Condé? C'est Alpha Condé, puisque on sait, tout, dans ce pays-là, tout est géré par lui. Mamadi Hula n'a aucune possibilité de dire à un ministre ne fait pas ça, il n'a même pas ce caractère-là. Le bagou et tout. Voilà, donc c'est Alpha Condé, puisque c'est Alpha Condé, pourquoi je le dis, on a des preuves, c'est Alpha Condé qui a dit, même un média qui donnera la parole à Souma sera fermé. Donc, mais ce mea culpa est trop tard en toute façon. C'est trop tard, c'est ce qu'il faut déplorer. Moi, lorsque je sais, il y a un problème qui est là, un sérieux problème, je peux bien le résoudre, c'est mon secteur. Toi, président, tu me dis de ne pas faire face à ce problème. Et je sais qu'au finish, puisque j'ai l'expérience de la grève qui a fait sauter Kourouma, lui aussi c'était les mêmes problèmes, ils ont minimisé les anciens contracteurs au début et puis finalement. Donc je me réfère à cette histoire, je dirais attention, si je n'agis pas maintenant, je serai la dernière victime de ce qui va arriver. Alors il faut agir maintenant. S'il n'accepte pas, mais je dénonce ou je démissionne. Ce que Kaokaré n'a pas fait. Il s'est tué comme aujourd'hui sa perte, il se met à se défendre. C'est trop tard. C'est trop tard. Je pense que de part et d'autre, chacun a cherché à se justifier, mais rien ne peut se justifier. Le chef de l'État veut dire qu'il n'était pas bien informé. C'est pas vrai. C'est qu'il est le premier responsable, le premier informé du pays. Le premier renseigné d'ailleurs, le plus renseigné du pays. Bien. Donc c'était un argument. Kaokaré aussi dit, si on le laissait faire, il pouvait résoudre la crise. Alors qu'on l'a écouté sur les antennes, ce qu'il disait sur Souma, il est allé jusqu'à dire que c'est l'opposition qui lui a donné de l'argent. Donc, qui peut nous convaincre aujourd'hui? C'est pourquoi je me suis amusé sur ma page Facebook pour dire que grève des enseignants, qui est à la base de l'enlisement de la crise. Bien. D'interrogation. Alpha et son ministre Kaokaré se rejette la responsabilité. Malheureusement. Et on va suivre justement cette autre actualité, notamment cette grève des enseignants, cette crise autour de l'école guinéenne
qui entre dans sa 4e semaine aujourd'hui, lundi, et donc vers un mois sans cours, un mois les élèves sans aller à l'école, les enseignants hors des salles de classe. Qu'est-ce que cette journée de négociation aura donné? Peut-être qu'on est déjà au courant de ça, mais nous reviendrons là-dessus demain pour continuer ce débat. Et c'est le moment justement pour nous d'observer la pause. Derrière, on s'en revient pour parler de l'opposition et de cette crise post-électorale. A tout de suite. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Voilà, merci de nous retrouver dans la seconde partie de cette émission Café Débat. Focus sur les deux sujets qui font l'actualité, ces deux crises qui minent justement le pays et qui sapent la quiétude. En première partie, vous avez constaté, nous avions parlé de cette crise syndicale, cette crise qui, on va dire, mine l'école guinéenne. À présent, on parle de l'aspect politique. Vous le savez, la crise électorale qui continue à travers cette série de contestations, cette vague de contestations, en tout cas par l'opposition des résultats, qui a usé de ses moyens de pression pour amener la CENI à initier une série de rencontres avec eux, partis de l'opposition, afin qu'ils viennent mettre sur la table les sujets qu'ils ont pour contester les résultats. Sauf que la CENI, elle, pense ne pas avoir le droit légal de revenir sur ces résultats. Pendant ce temps, l'opposition, elle, continue à manifester, puisqu'il y en est prévu comme manifestation pour ce mercredi, mais aujourd'hui déjà lundi, elle a procédé, je parle de l'opposition, à l'enterrement de ce jeune étudiant qui a été abattu le lundi dernier lors de la journée ville morte, à travers une marche funèbre. C'est que Jamal Penessa. Oui, c'est l'enterrement du jeune mort lors de la journée ville morte. Malheureusement. Malheureusement, cette expression est évocatrice. Puisqu'on a tendance à nous faire croire que toutes les fois qu'il y a journée ville morte, il y aura des morts. Alors que ce n'est pas le but. Le but, c'est de rester chez soi si on est d'accord avec la démarche de celui-là qui nous appelle à observer le mot d'ordre. Mais voilà, c'est déplorable. Ouais. Je pense qu'on est dans une crise aujourd'hui encore. On ne va pas dire que c'est un seul camp qui a occasionné cela. C'est encore deux camps, je vais expliquer. De l'autre côté, vous avez le pouvoir qui a occasionné toutes ces fraudes qui nous ont amenés à cette crise. On a vu l'implication des membres du gouvernement qui sont partis à l'intérieur du pays faire du n'importe quoi pendant la campagne, pendant les élections. Et après les élections, il y en a qui sont restés pour influencer le travail des magistrats même. Et très malheureusement, c'est là où beaucoup de magistrats, je ne dirais pas tout le monde, beaucoup de magistrats ont fait la honte de la justice guinéenne. Ouais. Ils se sont laissés intimider. Je pense que souvent se laisser acheter, ça dépend. Vous savez, Alpha Condé avait mis en place une technique qui est tellement grave. Il a remis un décret depuis quel moment de remaniement de la magistrature. Donc tout le monde avait en tête qu'en cas de problème avec le pouvoir, on peut m'envoyer à Yom. C'est-à-dire que si je fais prendre des décisions dans les contentieux, par exemple, qui ne soient pas favorables au parti au pouvoir, on peut me punir. C'est ce qui m'attend, puisque le cas de Matoto a servi d'exemple pour tous les magistrats. Celui-là qui avait tranché ici en 2013, on l'avait envoyé très loin de Conakry. Vous comprenez? Donc, Alpha Condé, la même technique qu'il a joué avec les ministres en faisant courir des rumeurs de remaniement gouvernemental. Tout le monde a mouillé le maillot pour rester. Il a fait la même chose aux magistrats.
il est remis dans le couloir judiciaire. Tout le monde est informé de ce décret qui dort dans son tiroir encore. Donc tout le monde avait peur. Vous voyez ce qui se passe? Donc ils se sont livrés pour la plupart à des actes de fraude. Donc cela veut dire que c'est eux qui nous ont amenés à cette crise, puisque l'opposition est en train de contester contre les résultats issus de ces fraudes. Vous comprenez? Mais de l'autre côté, il y a l'opposition aussi qui a contribué à ce qu'il y ait cette crise. Notamment l'UFDG, qui est le principal parti de l'opposition, puisque c'est elle qui pilote toutes ces marches de l'opposition. Quand il a été question de voter le code électoral ici, vous avez vu tout le débat qu'il y a eu autour de la part de quelques acteurs politiques, la société civile, les médias, des universitaires. On a dit et redit que le code là avait des problèmes, il n'était pas bon pour nous. Mais puisqu'ils avaient des intérêts politiques, et c'est ce qu'ils pensaient, donc les deux partis se sont réunis, l'UFDG et le RPG, pour voter ce code à l'Assemblée. Ils l'ont voté à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée, ils l'ont imposé. Alors, il y a un passage qui dit que dans le cadre spécifique des élections locales, lorsque la CENI, après avoir suivi l'étape des CACV, l'étape des contentieux au niveau des juridictions de première instance, vous comprenez, et puis on renvoie maintenant la dernière étape, c'est à la CENI. Lorsque la CENI proclame les résultats, ces résultats sont définitifs et ne sont pas susceptibles de recours. C'est-à-dire que vous n'avez aucune possibilité de les attaquer dans une autre juridiction supérieure. Ça c'est dit dans le même code électoral que le RPG et l'UFDG se sont mis ensemble pour voter à l'Assemblée. Oui, ils n'ont pas corrigé ce passage, donc ils ont voté cela. Cela veut dire aujourd'hui maintenant ils ne sont pas d'accord avec ce qui a été dit au niveau des juridictions de première instance. Mais il n'y a plus possibilité de porter plainte au niveau d'une juridiction supérieure. Mais ils veulent encore faire du forcing, c'est ce qui fait mal. Avec les manifestations. Avec des manifestations. Pour arriver au consensus, pour arriver à des consensus. Je suis un fervent défenseur de la liberté d'expression, que cette expression soit celle de la marche ou de la parole. Je suis d'accord, mais cette fois-ci, je dis une fois encore, l'opposition s'est fait prendre avec le code électoral et aujourd'hui, elle veut vraiment nous compliquer la vie. Bien. Moi, je ne suis pas du tout. Cette fois-ci, pour cette marche-là, elle n'a aucun fondement juridique et ils devaient s'en tenir à ça, puisque c'est eux qui ont voté ce code électoral. Ils veulent se foutre du peuple maintenant. C'est pour dire que nous, tout ce qui nous arrange, c'est ce qui est bon. Ce qui ne nous arrange pas, on va s'imposer avec la force. Mais très malheureusement, on a une société civile qui ne peut pas hausser les tons. Sinon, moi je ne suis pas pour cette société civile neutre. Si moi je suis acteur de la société civile, je prends position officiellement contre n'importe qui me semblerait sur la mauvaise piste. Lorsque c'est le gouvernement qui n'est pas sur la bonne voie, je t'attaque. Je vais pas, quand j'entends des déclarations des sociétés civiles, mais ça fait rire. On invite tel à ça, on invite le gouvernement à ça. Arrêtez les invitations. Il faut dénoncer. C'est toi qui n'as pas raison, c'est tel autre qui n'a pas raison, il faut faire cela. Et si vous ne le faites pas, nous on va se lever pour prendre nos responsabilités. Mais nous avons une société civile morte. Et molle. Molle aussi. Peut-être pas encore morte, mais molle. Molle. Heureusement, il y a de l'autre côté la classe syndicale qui est en train vraiment de se renouveler sur le plan d'idéologie et de démarche avec tout ce qu'on est en train de vivre là. Une fois encore, l'opposition et le gouvernement, c'est eux qui nous ont amenés dans cette situation. On est en train d'enterrer des morts, très malheureusement. Mais il faut que l'opposition soit intelligente dans ses démarches, qu'elle se souvienne souvent des actes posés, bien avant qu'on tombe dans une autre situation. Pendant ce temps... Et ce qu'il faut ajouter, bon, je pense qu'on avait eu l'occasion de le dire ici, ils vont bêtement jouer sur les calendriers électoraux, puisqu'ils vont nous mettre à traîner sur ces résultats. On ne va pas élire les mairies et les maires à temps, et puis on glisse dans le calendrier des on ne pourra pas tenir les élections législatives 2018. En 2018, à cause de ça. On se retrouve en 2019, là même je doute, jusqu'à ce qu'on se retrouve en 2020, tout est bouleversé. Et ça va donner une raison à Alpha Condé de dire on ne peut pas tenir les élections. Alors, voilà. Ils sont tellement bêtes, ils ne voient pas tout ça. Ils vont se dire qu'on n'est pas pour un troisième mandat, mais dans les démarches, ils vont offrir gratuitement un troisième mandat à Alpha Condé. Puisqu'il peut jouer au scénario ivoirien avec Gbagbo, et puis un autre scénario congolais avec Sassou. Ouais, malheureusement. Et pendant ce temps, la CENI, tout ce qu'elle a pu faire, c'est d'ouvrir
ce couloir de rencontre avec les partis politiques. Aujourd'hui, par exemple, l'équipe de l'UFR a été reçue dans les enceintes de la CENI pour dire quoi, pour faire quoi, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, au bout de cet exercice, la CENI ne pourra pas modifier justement ses résultats, mais elle continue quand même à recevoir les acteurs. Elle a reçu l'UFDG, j'imagine l'équipe du RPG, c'est l'UFR qui était là-bas aujourd'hui. L'UFDG doit revenir encore, puisque Ousmane Gawal me le disait hier, qu'ils doivent être encore reçus. Je crois que c'est demain, par la CENI à nouveau. Voilà. Puisque vous avez évoqué la question de la CENI, c'est là où je vois, c'est-à-dire, partout où tu regardes, il y a des dérapages. Nos institutions, le gouvernement, opposition, je ne sais pas. Je ne comprends pas le communiqué de la CENI qui a invité les acteurs à ces concertations. La loi dit que vos résultats sont définitifs et sans appel, quel qu'en soit le bruit qu'on va faire dans la rue. Tenez-vous à ça. Bien. Ce n'est pas votre rôle de passer et sensibiliser quoi. Il y a des institutions qui sont chargées de ça aussi, des associations ou des SAS. Appliquer la loi, point final. Ils ont invité les opposants. Tout le monde pensait que peut-être on allait modifier les résultats. Et puis, voici Salif Oukébé qui sort vendredi pour dire la CENI n'a ni moins technique, ni moins financier, encore moins juridique pour modifier ces résultats. Alors, pourquoi vous avez appelé les gens? Les gens sont criés, on n'est pas d'accord avec ces résultats. Bon, on vous appelle au calme, venez. C'est pour dire quoi? Bon, peut-être pour calmer le jeu. Pour calmer le jeu. Et c'est ce qui est grave. Non, pour les expliquer. Ça risque de produire des effets contraires. Bien. Et en même temps, si peut-être que c'est pour leur dire que on comprend ce que vous êtes en train de dire, même si nous, on n'est pas responsable de ça, parce qu'il y a les différentes étapes et les différentes responsabilités. La responsabilité des CACV, de traiter les voix, de les compter tels qu'ils sont venus et de les remonter à la CENI qui proclame le résultat provisoire. Après, les tribunaux traitent les contentieux et nous, on proclame le résultat définitif. Si vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec tout ça et que nous, on doit toucher les résultats, il y a des conséquences. Par exemple, il y a des petits partis, par exemple, qui ont un siège, un conseiller, 2 conseillers. Si on revoit les voix et qu'on augmente les voix de certains qui se plaignent, et ça va faire en sorte que ces petits partis, par exemple, ou ces candidats indépendants qui ont eu un seul siège, on leur enlève ça, ça va être plus grave que ce qu'il y a comme problème aujourd'hui. Donc peut-être que la CENI, dans cette pédagogie-là, c'est pour leur expliquer cela. Même si elle sait qu'elle ne peut pas modifier les élections, elle ne peut plus modifier les chiffres, elle ne peut plus revenir sur les résultats définitifs. Si c'était pour ça seulement leur dire qu'on n'est pas capable de modifier les résultats, la CENI n'a pas besoin de le faire. Ils ont le code électoral, ils n'ont qu'à le lire. Peut-être le communiqué que la CENI devait passer, j'étais à la place de Kébé, c'était de dire j'invite les partis politiques à relire le code électoral. Bien. Point final. Bien. Tout le reste là, c'est du sport inutilement. Alors, et malheureusement pendant ce temps, on ne peut que continuer à constater le déroulement de l'agenda de contestation de l'opposition. Est-ce qu'ils vont l'arrêter cet agenda ou est-ce qu'ils vont continuer avec ces lots de dégâts et de morts qu'on continuera à enregistrer parce qu'on nous annonce une autre manifestation pour le mercredi. On verra bien si ça aura lieu ou pas. Et ainsi donc, ça ne termine pour cette émission. Et un sujet justement dont on devait parler, malheureusement on est pris par le temps. Il s'agit du domaine de la pêche, la Guinée. On se demande effectivement si il y a effectivement un ministre de la pêche qui existe. Et puisqu'on parle de prise en otage du secteur de la pêche artisanale par les Coréens et les Chinois. Mais au-delà de ça, il y a ce problème de filet monofilament qui pose problème, qui est très dangereux pour la reproduction des espèces maritimes, mais aussi pour les pêcheurs d'ailleurs. Là-dessus, Kandia reviendra demain pour nous parler de cette problématique de filet monofilament, si je comprends bien. Merci Penessa d'être passé. Merci. On se retrouve demain. Merci. À vous, merci de votre attention et puis à demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.